70, le deuxième était le... 88, c'est tout à fait autre chose. François Mitterrand est président de la République. Il a en face de lui, ce qui est une situation assez bizarre, Jacques Chirac. Et la grande difficulté de Jacques Chirac, quelles que soient ses qualités, c'est à dire je suis Premier ministre et je vais renverser le président de la République. C'est un peu, je veux être calife à la place du calife. C'est très difficile. On sort d'une période de cohabitation dure et vive et parfois violente. Le gouvernement fait adopter la réforme électorale, la loi sur l'audiovisuel, le retour des contrôles d'identité, le contrôle de l'immigration. On était dans un bras de fer véritablement permanent. La droite incarnée par Jacques Chirac, à ce moment-là, était une droite très à droite. Privatisation massive, introduction de la sélection à l'université, suppression de la chaîne musicale pour les jeunes. Et de l'autre côté, François Mitterrand luttait pied à pied contre cette politique, multipliait les obstacles, ne donnait pas sa signature, recevait les syndicats dans les moments de crise sociale à l'Élysée. QG du candidat François Mitterrand, on ne dort pas sur ses lauriers. 15 jours pour dépasser la barre des 50%, 15 jours pour constituer une nouvelle majorité. Pour moi, ce que je l'avais expliqué, parce qu'il faut toujours que les idées s'appuient sur une stratégie. La stratégie, Monsieur le Président, c'est que on comprenne bien que vous êtes le champion et à côté de vous, il y a un petit challenger. Ce débat marque bien la phase finale de la cohabitation politique entre le président de la République et son Premier ministre. La preuve, il a fallu 5 heures hier pour négocier la couleur de la moquette, celle des murs et la forme de la table avec les représentants des deux impétrants. Je lui avais dit comme ça en préparation. Quand vous le voyez en Conseil des ministres, Chirac, il est à quelle distance de vous? Alors j'ai pris ma chaise, je me suis levé, j'ai rapproché, j'ai éloigné, j'ai rapproché, et il est là, il est là. Et je sors au grand accablement de Mitterrand, 1 mètre, 1 centimètre, vous savez. Et je lui dis, je prends le pari, je vous assure que vous l'aurez exactement à cette distance-là de vous, le jour du débat. Alors pour arriver à cette même position, il a fallu que je triche avec les autres pour le coup. J'ai dit, il me faudrait au moins 1,70 m pour qu'on les voit bien tous les deux, etc., etc. Et ça s'est passé exactement comme je souhaitais, coup de bol. Ils ont dit non, pas plus d'1,40 m. Et moi, je fais... Bon, d'accord. Maison de la radio, ce soir, 20h30. Lorsque le rouge caméra s'allumera sur le plateau 101, François Mitterrand et Jacques Chirac auront très exactement 1h50 devant eux pour convaincre les lecteurs téléspectateurs. Ils ne risquaient plus sa peau comme en 81, vous voyez. Là, ils pensaient qu'il serait plus fort. Ils n'étaient pas du tout inquiets de ce débat. François Mitterrand arrive le premier à 20h05. Jacques Chirac le suit 7 minutes plus tard. Ils sont tous les deux en retard sur l'horaire. Il y a eu plus d'électricité entre Mitterrand et Chirac en 88. J'ai trouvé que l'électricité était là vraiment à son comble. Les duellistes préparent leurs notes, l'antenne dans 3 minutes. C'est 2 hommes qui ne s'aiment pas, et ça ne peut pas ne pas se voir tout de suite. Et dès les premières minutes, on sent que ça va être électrique. Mais dès les premières minutes, là, le vainqueur est clair, c'est Mitterrand tout de suite. Moi, je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans. C'était très difficile d'éviter le piège de l'appellation Premier ministre. Le fait est, il l'était. Donc, il n'a pu faire autre chose que de protester tout de suite. On avait répété le truc, il devait l'appeler Monsieur le Premier ministre tout le temps. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Je me souviens, moi je parlais avec lui et je posais des genres de questions. Et lui devait me dire Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Il ne devait pas se tromper, quoi. Alors, il y avait Bérégovoy, il y avait Lang, il y avait Fabius, il y avait... Et chaque fois, il devait répondre Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Et on y allait vite, quoi. Et il a été impeccable. Il a été impeccable aussi. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Moi, j'étais à l'époque sondeur, j'étais dans une grande salle avec 200 enquêteurs qui téléphonaient en temps réel en demandant qui est le plus convaincant, etc., etc. Et là, tout à coup, ma courbe fait un saut. Mitterrand a gagné. Et il ne bougera plus jamais de cela pendant toute l'émission. Vous en êtes là, monsieur le Premier ministre. Ah oui, oui. C'est triste. Et pour votre personne et pour votre fonction. Et il réussit ce tour de force, absolument incroyable quand on y pense, alors qu'il est le sortant, ce qui en général est un handicap, de faire apparaître Jacques Chirac comme le sortant. Il est dans cette démarche de surplomb et il va tenir cette position de surplomb. Et donc, peu à peu, Chirac s'agite, s'énerve, parce qu'il cherche à trouver, comme, si vous voulez, l'alpiniste sur une paroi extrêmement lisse, il cherche à trouver sur la paroi mitterrandienne des prises. Et il ne les trouve pas. Parce que le Sphinx lui oppose sans arrêt cette attitude quasi marmoréenne. Je me souviens des conditions dans lesquelles vous avez renvoyé en Iran M. Gorgi, après m'avoir expliqué à moi, dans mon bureau, que son dossier était écrasant et que la complicité était démontrée dans les assassinats qui avaient ensanglanté Paris à la fin de 1986. Ce débat-là n'a pas été du tout un débat présidentiel classique, parce qu'à un moment donné précis, la discussion entre eux est devenue très grave, puisque c'était une mise en cause par François Mitterrand de la politique terroriste, antiterroriste de Jacques Chirac. Mais est-ce que vous pouvez dire, monsieur Mitterrand, en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que Gorgi, que nous avions les preuves que Gorgi était coupable de complicité ou d'action dans les actes précédents? Dire à François Mitterrand, dans les yeux, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Ça vraiment, je me suis dit là vraiment, bon, dans les yeux, Mitterrand il pouvait dire ce qu'il voulait. Jacques Chirac est persuadé que ce qu'il dit là est vrai, qu'il l'a vécu comme Premier ministre face à l'autre qui était le président sortant. Il est donc sûr qu'il peut raconter quelque chose qui ne peut qu'être accepté par son vis-à-vis. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. Dans les yeux, je la conteste. On avait poussé un espèce de soupir il y a eu un bruit un peu collectif, parce que nous, en tout cas l'équipe, nous avions le sentiment d'un mensonge absolument direct. Je pense qu'il y a un sentiment d'abattement. Je pense que Chirac se rend compte que le tapis se dérobe sous ses pieds. Comment voulez-vous, devant une telle audace, appelez ça un tel culot si vous voulez, comment faire pour ne pas se démonter un peu? En 1984, vous avez plus que doublé le taux de la TVA sur les aliments pour les chiens et les chats. Comme si ce n'était pas essentiellement un nombre considérable de personnes modestes et souvent seules qui ont des animaux de cette nature et qu'on a fait cette ponction injuste sur leur revenu. Jacques Chirac faisait feu de tout bois. Et en particulier, à un moment donné, il dit « Mais vous êtes l'homme des taxations, des impositions. La preuve, d'ailleurs, c'est que vous avez augmenté la taxe sur les produits nécessaires à l'alimentation des chats et des chiens. » Vous avez parlé des chats et des chiens. Moi aussi, je les aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que nous avons des chiens de la même espèce. Et je sais si on s'y attache. Alors, je ne peux pas vous répéter ce que j'avais entendu naguère. Vous n'avez pas le monopole du cœur pour les chiens et les chats. Je les aime, moi aussi. On se dit, mais mon Dieu, qu'il est fort, quoi. Quel talent. Looping arrière, looping avant. Et il est particulièrement en forme dans ce débat. Et il enferme complètement Chirac dans l'homme d'un clan. Et Dieu sait s'il va jouer aussi tout au long du débat sur le duo, plutôt le face-à-face entre l'homme des clans et l'homme du rassemblement de la France unie que serait François Mitterrand. Bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat qui a été d'une grande liberté. Nous avons un peu bouleversé en cours de route les choses, mais enfin, je crois que c'était pour le plaisir des téléspectateurs, pour le nôtre en tout cas. Mais alors, ce qui était formidable, c'est que dès que l'émission était terminée, Chirac
conformément à son tempérament, est allé dire au revoir avec un mot à chacun des techniciens. Et à ce moment-là, Mitterrand était déjà sorti. Et quand il a vu ce que faisait Chirac, il est revenu sur ses pas et il a fait la même chose. Et c'était drôle parce qu'on voyait quand même que le naturel de Chirac était de dire bonjour à tout le monde et le naturel de Mitterrand était plutôt d'établir une distance. Attention, top! François Mitterrand, réélu président de la République, 54,1% des voix. Rue de Solferino, la minute de vérité et l'angoisse qui fait place au délire. Mitterrand 88, c'est encore mieux que Mitterrand 81. Je me souviens d'une chose qui m'avait frappé, c'est Chirac me faisant venir après à l'hôtel de ville, après sa défaite, quoi. Et il me dit comment vous avez préparé le débat? Et ben, je lui ai raconté l'histoire de Monsieur le Premier ministre. Je lui ai dit chacun de nous jouait votre rôle. Ah, ça c'était répété. Oui, bien sûr que c'était répété. C'est une épreuve, 1988. Il y a le retour à l'hôtel de ville. Il s'entoure d'une équipe politiquement très forte. En fait, il rapatrie l'équipe de Matignon qui vont faire de Paris une sorte de laboratoire qui s'exprimera complètement en 1995 lors de l'élection suivante, en fait.